Voici une plateforme de microcontrôleur compatible Arduino, pas plus grosse que mon pouce. Et on la découvre ensemble aujourd'hui. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! L'environnement de développement Arduino IDE est devenu avec les années un incontournable du développement de projets de petits microcontrôleurs. En fait, c'est devenu un standard de prise en charge d'une bonne quantité de plateformes de développement, autant simples que complexes. L'exemple que je vous propose aujourd'hui en est justement un bon. Il s'agit de la plaquette de développement Seeeduino Xiao, roulant sur microcontrôleur de 32 bits Atmel SAMD21 et nous promettant un soutien dans Arduino IDE. La petite plaquette m'a sauté aux yeux durant mon magasinage sur AliExpress et c'est environ 6 $ pièce, donc pas cher. J'ai pas hésité donc. Son principal avantage est bien sûr sa petitesse. D'ailleurs, Seeeduino prétend que c'est la plus petite plateforme compatible à Arduino sur le marché présentement. Bon, faudra voir. Un autre avantage du Xiao est sa programmation aussi possible en Python. Quoi qu'il en soit, je vous emmène tout de suite voir le wiki du Xiao qui décrit assez bien de quoi il s'agit. Donc, j'ai commandé cette plateforme de développement Seeeduino Xiao de AliExpress, mais j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'était Seeeduino ou Seed Studio, en fait, c'est le nom de la compagnie. Seed, c'est une compagnie chinoise qui distribue leurs propres produits et les produits de d'autres fabricants. Et ils ont aussi un service de fabrication PCB là, à la JLC PCB ou PCBWay, là, si vous voulez. Là. Si vous êtes curieux, vous irez voir, mais moi, je les ai achetés tout simplement sur AliExpress. Et sur leur site web, ils ont le wiki qui va nous donner toute l'information sur la mini-plaquette. La mini-plaquette Seeeduino Xiao. Il y en existe une autre qui est intéressante, c'est la Seed RP2040, qui a à peu près le même format que celle-ci, mais c'est la puce RP2040 de Raspberry, à 2 cœurs et ainsi de suite. Alors, ça peut être une très bonne implémentation, plus petite même que le Raspberry Pi Pico, qui n'est quand même pas si petit. Alors ici, on pourrait avoir la même chose en format 14 broches avec la RP2040, donc 2 cœurs et ainsi de suite. Là. Mais non, la puce aujourd'hui, c'est la Xiao qui utilise un processeur Atmel SAMD21G18A, qui est un processeur à 32 bits, qui en réalité c'est un cœur ARM Cortex M0+, qui peut rouler jusqu'à 48 MHz, donc très similaire au STM32, je crois. Et bon, la puce contient 256 kilooctets de mémoire flash pour le programme et 32 kilooctets de mémoire statique, donc la mémoire RAM. Donc ça donne quand même une bonne possibilité de s'amuser avec tout ça. Et la puce a tout ce qu'il faut pour être compatible avec Arduino IDE. Donc on peut installer dans Arduino IDE cette nouvelle plaquette et obtenir le soutien complet, ce que je vais faire dans quelques minutes pour vous. Alors, c'est une petite plaquette de 20 par 17,5 mm. On nous suggère que c'est idéal pour fabriquer des objets qui sont portés sur nous, donc des petits projets ou même des vêtements intelligents, des choses du genre. Maintenant, en fait de broches périphériques, on a 11 broches d'entrée-sortie et naturellement, les signaux sont tous partagés sur ces 11 broches. 10 de ces 11 broches peuvent être contrôlées en PWM. On a un vrai DAC, un DAC de 10 bits de disponible sur une broche. On a aussi une interface I2C, une interface SPI, une interface UART et on a des broches ADC. Là, il y en a, je crois qu'on peut les mettre sur toutes les broches aussi. Voici donc la distribution des broches où on voit d'abord le 5 volts qui est en fait le 5 volts injecté sur la connexion USB. La masse, le 3,3 volts, est fourni par le régulateur sur la petite plaquette. Donc, j'imagine qu'il y a quand même un courant limité. Du point de vue des signaux, évidemment, tout ce qui est vert, ce sont les 11 broches qui sont disponibles comme signaux logiques, entrée-sortie. On a aussi
tout l'aspect analogique, et donc les 11 broches peuvent être un ADC, donc une entrée, convertisseur analogique numérique. Par contre, la broche 0, puisque oui, la numérotation se fait en partant à 0 ici, 0, 1, 2 et ainsi de suite. Alors la broche 0, elle a le DAC, la sortie DAC de 10 bits, uniquement sur cette broche. Mais on remarque aussi le port I2C ici, qui est assigné de façon fixe, le port SPI juste ici, et on a le UART, la ligne d'émission et de réception ici disponible. Et il y a cette interface Q-Touch. Je vous avoue, honnêtement, je n'ai pas regardé qu'est-ce que c'est. Alors, il faudra voir. Alors, je fournis dans la description un lien vers la page wiki du Arduino Xiao, si vous avez besoin de plus de détails, comment la programmer, des exemples de programmes, comment la faire fonctionner et ainsi de suite, et comment la configurer dans Arduino IDE. Maintenant, allons voir de plus près la vraie plaquette. Alors, l'ensemble est expédié dans un petit sac qui ressemble à un petit sac de bonbons. Définitivement pas un sac antistatique. Vous savez ce que j'en pense de cela, hein? Alors, le contenu du sac, ben, vous l'avez ici. On a bien sûr le Xiao lui-même et deux petites rangées de broches, bien sûr, si on veut connectoriser, en tout cas pouvoir insérer ceci sur une plaquette sans soudure ou même dans une plaquette PCB plus grande. On nous donne aussi des autocollants de 3 couleurs différentes, mais c'est la même chose, c'est la même information. Alors j'ai pris l'autocollant vert et je l'ai collé sur la petite cage de l'unité. Alors, ce n'est pas gros. Si vous comparez cela à une puce 14 broches, bien, vous voyez que c'est la même longueur et on peut probablement rentrer quoi? Deux puces 14 broches dans le petit module. Alors, ce n'est vraiment pas gros. Oui, effectivement. Connecteur USB type C. Ça semble être rendu de plus en plus la norme. Sur la face inférieure, il n'y a strictement rien, sauf des contacts qu'on peut utiliser si nécessaire pour brancher des fils de façon permanente, dont la tension d'entrée, si désiré. Et sur la face supérieure, ben, il y a 2 LED. Une LED d'alimentation et l'autre LED, la fameuse LED contrôlable des Arduino, là, la broche 13 de l'Arduino Uno, ben, c'est la LED ici. Alors, vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses à montrer. Ouais, sur l'autocollant, on nous montre la fonction des broches. Je vous dirais les 10 broches qui sont les plus à gauche. Les 4 broches les plus à droite, ben, c'est l'alimentation, puis ce sont d'autres signaux, mais on nous a mis des autocollants là, pour la fonction des 10 broches à gauche. Mais ce n'est vraiment pas gros. Comparez cela à mon pouce, vous voyez que ça n'a pas une grosse empreinte et on peut facilement penser et utiliser ce genre de puce sur des vêtements, sur des objets qu'on pourrait porter, étant donné la grosseur vraiment. Est-ce que c'est le système de développement compatible Arduino le plus petit au monde? Très possible, en effet, mais il y en a des aussi petits. Je pense par exemple à la plateforme ESP32 Pico D4, donc le M5 Stamp, qui n'est pas beaucoup plus gros que cela, et en plus, il y a le support Bluetooth et Wi-Fi. Donc, mais je serais enclin à croire que c'est vraiment dans les plus petits, sinon le plus petit. Alors, la première chose qu'on peut faire pour vérifier le fonctionnement élémentaire du petit module Xiao, c'est de lui brancher une alimentation 5 volts avec un connecteur USB type C, car le Croquis Blink est chargé par défaut en mémoire. Donc, dès qu'on le branche pour la première fois, ça devrait clignoter. Petite astuce, j'aime bien utiliser une vieille plaquette de montage sans soudure pour maintenir les broches de connecteur lors de la soudure sur des plaquettes comme vous voyez. Ça garde les rangées de connecteurs tout à fait perpendiculaires à la plaquette. Donc, à coup sûr, ça s'insérera très bien dans la plaquette de soudure pour notre montage. Et la plaquette que j'utilise, c'est une vieille plaquette Archer Tandy Radio Shack des années 80. Ah, Radio Shack, que de bons souvenirs! Alors aujourd'hui, je veux faire le développement logiciel dans Arduino IDE. Et pour ce faire, il faut ajouter la définition des plaquettes Xiao dans Arduino IDE pour qu'il puisse prendre en charge la plaquette en question. Alors la recette pour compléter cette tâche,
on la retrouve encore une fois, dans le wiki, sur le site web de Seeed, le wiki du Xiao. Et c'est ce que je vais exécuter ici. La première chose à faire, c'est d'aller dans les préférences et ajouter des boards, donc ajouter des plaquettes additionnelles. Donc, on va rentrer l'adresse qui est fournie dans le wiki. On va l'ajouter ici dans la liste. Le premier que j'avais ajouté, c'était le STM32, la prise en charge du STM32. Et j'ai ajouté cette ligne aussi qui est fournie dans le wiki, tout simplement. Ce qui va, par la suite, lorsqu'on va aller dans la gestion des plaquettes, gestion des boards, ben, l'outil va reconnaître cette liste. Donc, si on tape ici Xiao, on retrouvera le soutien qu'on doit installer. Et ce soutien, ben, il est ici, c'est Seeed SAMD Boards by Seeed Studio. Alors moi, je l'ai déjà installé, mais vous n'avez qu'à l'installer en cliquant sur le bouton comme je vous montre ici, là, mais dans mon cas, il est déjà installé. Alors une fois qu'on a installé le nouveau board, si vous voulez, le gestionnaire des plaquettes, mais là, on peut vraiment créer un croquis. Et le croquis, ben, on pourra l'associer vraiment à Seeeduino Xiao, qui est le board qu'on veut choisir aujourd'hui. Alors, si on regarde dans la liste, vous allez le trouver, Seeeduino Xiao. Alors, une fois que ça c'est sélectionné, on peut faire notre développement tout simplement et on est en affaires. Alors, premier test, toujours le fameux Blink. Le croquis Blink, on n'a rien à changer dedans puisqu'il y a déjà la définition de la broche pour chacune des plateformes qu'on utilise. Et cette broche, normalement, est définie dans LED Built-in. Alors, si vous voulez, c'est un peu la constante, c'est le label utilisé. Alors, peu importe la plateforme que vous voulez essayer, si vous prenez l'exemple Blink, là, ça devrait fonctionner. Alors ici, par contre, étant donné que ça clignote une fois par seconde, ça allume une seconde, ça éteint une seconde, c'est ce qu'on a déjà. On a vérifié lorsqu'on l'a branché, c'est ce qui est déjà chargé. Alors, pour être certain là, que notre nouveau transfert de téléversement va bien fonctionner, bien, mettons 200 millisecondes. Alors, ça va clignoter beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, on a notre USB-C toujours branché. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire le transfert comme ceci. Et le sketch sera compilé, bien sûr, et transféré. Et voilà, la compilation et le transfert est complété. Et on voit bien que cette fois-ci, la LED clignote beaucoup plus vite. Donc, le transfert, c'est bien fait. On est en voiture, on peut maintenant faire du développement plus complexe. Essayons maintenant quelque chose d'un petit peu mieux que juste faire clignoter la LED. Là. Bon, elle clignote toujours à un rythme de 200 millisecondes. Mais cette fois-ci, je vais faire un test d'affichage LCD par l'entremise du port I2C. Puisque j'ai ici un affichage, tout ce qu'il y a de plus classique, là, 2 lignes, 16 colonnes. Mais il y a aussi une plaquette de conversion là, PCF 8574, donc I2C à parallèle. Et cet ensemble, affichage et plaquette, est disponible pour quelques dollars. Vous pouvez aussi acheter la plaquette séparée si vous avez déjà des affichages, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai fait le branchement. Par contre, l'affichage fonctionne à 0,5 volts. Les niveaux logiques, c'est 0,5 volts et l'alimentation, c'est 5 volts. Alors que notre Seeeduino Xiao, ici, ne peut pas endurer des signaux 5 volts sur ses ports d'entrée-sortie. On doit donc faire une conversion de niveau logique, 0,3,3 volts de Seeeduino à 0,5 volts de l'affichage. Et bien sûr, j'utilise ici une petite plaquette que j'ai déjà montrée à maintes reprises. Ce sont des transistors MOSFET, tout simplement, qui font la conversion 0 à 3,3 à 0,5 volts bidirectionnel, puisque n'oubliez pas qu'un port I2C, c'est bidirectionnel, n'étant pas certain si une lecture pourrait un jour être faite par le Xiao, ben c'est préférable de mettre la conversion bidirectionnelle et cette petite plaquette peut convertir 4 signaux bidirectionnels au niveau des niveaux logiques. Bon, j'utilise seulement 2 SDA et SCL qui sont les 2 signaux logiques I2C. Alors le branchement, bien sûr, je prends SDA, SCL venant du Xiao. Je l'envoie ici, bien sûr, du côté low voltage élevé. Tous les signaux sont marqués L ici, là, vous voyez. Et il y a un côté H, tout ce côté ici, c'est le côté H. Et je récupère les signaux SDA, SCL et je les envoie ici. Et bien sûr, j'amène l'alimentation
3,3 volts, le fil blanc, et j'envoie l'alimentation 5 volts de l'autre côté, du côté plus haute tension. Et la masse, bien sûr, est commune. Alors, c'est juste une petite conversion, 3,3 à 5. Et bien sûr, j'alimente ici avec le 5 volts. Et ça, le 5 volts vient directement de l'USB. Alors que le 3.3, je le récupère. Il y a un petit régulateur de tension sur le Xiao. Alors, je récupère le 3.3 et je l'envoie de ce côté-ci pour, bien sûr, convertir les signaux à 0,3,3 volts. Alors, on est prêt à télécharger le code source et je vous fais la démo tout de suite. Voilà, c'est lancé. Et lorsque c'est reçu, ben, on affiche électro-bidouilleur. Alors, c'est la démonstration que le port I2C fonctionne bien pour contrôler notre petit affichage ici. Maintenant, ça, c'est le matériel. Qu'en est-il du croquis? Eh bien, le croquis utilise la librairie Wire, la version, bien sûr, pour le Arduino Xiao. Lorsqu'on a installé la plaquette, bien, on a automatiquement installé la nouvelle librairie adaptée pour le Xiao. Alors, on sait que les deux broches assignées pour le port I2C sont la broche A4 et la broche A5, telles que montrées dans le wiki SDA SCL, donc A4, A5. Et on a aussi besoin de la librairie Liquid Crystal PCF 8574. Cette librairie-là, on la trouve bien sûr dans la liste des librairies disponibles directement dans Arduino IDE. On n'a qu'à l'installer. Elle se nomme Liquid Crystal PCF 8574. On la trouve assez facilement. Et on aura à assigner, bien sûr, l'adresse I2C et l'adresse par défaut, hexadécimale 27. Alors, une fois qu'on a fait cela, bien, on n'a qu'à définir, si vous voulez, initialiser, si on peut dire, la librairie pour l'affichage LCD et bien sûr, on lui configure l'adresse 27. Une fois que ça c'est fait, bien, on ouvre la communication, donc on initialise la communication I2C et on envoie une série de commandes, bien sûr, pour afficher électro-bidouilleur, ce que je fais ici. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, là, ça ne sert à rien, mais c'est très simple et j'ai détaillé. Donc, la partie I2C, ça fonctionne bien. Peut-on faire encore plus? Pour le deuxième essai, j'ai simplement ajouté un petit cavalier ici, un petit fil qui joint la broche 0, puisque oui, ça commence à 0, à la broche 1. La broche 0, c'est la sortie du DAC et je la connecte vers l'entrée ADC. J'ai choisi la pin 1, là, la pin juste à côté. Et ce que je fais un balayage de la valeur du DAC. Donc, je fais des sauts de 10. Et je fais tout de suite après une lecture de l'ADC. Et comme les deux ont une résolution de 10 bits, c'est ce que j'ai mis dans le code, eh bien, ils devraient normalement suivre, être égaux. Alors, on constate qu'il y a effectivement un petit offset, un petit décalage, qui varie d'environ 8 à 9 à 10, dépendamment où on se trouve là, dans le balayage, si on est dans le bas du DAC ou dans le haut. Alors, on note effectivement un petit décalage. On est pris avec. L'autre chose qu'il y a, c'est lorsqu'on fait ce petit test, c'est qu'on s'aperçoit que le DAC ne part pas tout à fait à 0. Je crois que 50 millivolts, c'est le plus bas qu'il va. Donc, on n'aura pas une lecture d'ADC qui partira à 0. Là. Si je faisais un balayage, je crois que les premières 10 valeurs, l'ADC est collé à sa valeur inférieure, même si le DAC commence à balayer. L'ADC donne une valeur qui n'est pas 0, alors que je pars à 0 sur le DAC. Alors, des petites choses à retenir, des petites caractéristiques. Là. On sait qu'on peut avoir l'ADC jusqu'à 12 bits et le DAC, c'est un DAC de 10 bits. Mais comme tel quel, je les roule à 10 bits tous les deux. Alors, c'est tout ce que j'ai fait. Ça me permet de vérifier l'ADC et le DAC. Et le code source est quand même très similaire à ce que j'avais fait dans le premier essai, sauf que j'ai ajouté des variables qui définissent la broche d'ADC et la broche de DAC, donc A0 et A1. Et je me suis créé deux variables aussi pour sauvegarder les valeurs. Alors, l'autre chose que j'ai ajouté, j'ai fixé la résolution de l'ADC et du DAC à 10 bits. Finalement, tout ce qui reste, c'est la boucle qui est bien sûr dans la fonction loop. Et c'est la boucle qui incrémente de 0 à 1023
par incrément de 10, là, bien sûr. Sinon, ça prendrait une éternité. Je l'ai fait par incrément de 1 pour voir, mais ça prend plusieurs minutes pour balayer les 1024 valeurs, compte tenu que j'ai mis un délai de 400 millisecondes après chaque valeur, question de pouvoir voir les valeurs défiler à l'écran, bien sûr. Alors, je fais une écriture du DAC, la valeur du DAC, que j'incrémente par saut de 10, et je lis tout de suite la valeur à l'ADC, et j'affiche la valeur de DAC et de l'ADC. Si on utilise la commande Analog Write sur n'importe quelle autre broche que la broche 0, ce n'est pas un DAC qu'on obtient, c'est le PWM. Alors la broche 2, je l'ai branchée sur l'oscilloscope et je fais varier sa valeur de PWM, donc le rapport cyclique en sortie, entre 0 et 255. Et ce qu'on obtient, c'est justement le rapport cyclique qui varie entre 0 et 100 pour 99%, si vous voulez, ou 100%. Et ça recommence toujours puisque j'ai fait une boucle. Alors, sortie de PWM, la fréquence en passant, 732 Hz. C'est la fréquence définie par défaut dans la librairie d'Arduino IDE pour le Arduino XAO pour la fonction de PWM. Et au niveau du code source, sans surprise, j'ai défini la broche A2 comme étant ma broche de PWM. Et par la suite, tout simplement, j'ai créé la boucle ici qui implémente la valeur de PWM entre 0 et 255. Et j'écris tout simplement cette valeur incrémentée à la broche PWM pin en utilisant la commande Analog Write. Et j'affiche le résultat à l'écran. Bien, j'ai essayé le DAC, l'ADC, le port I2C et une sortie PWM et tout semble bien fonctionner. Les possibilités du microcontrôleur Atmel SAMD21 sur le XAO sont bien plus nombreuses que cela. À vous donc de les découvrir. J'ai effleuré le sujet en introduction. Si vous préférez faire du langage Python plutôt que du C, sachez que le XAO peut rouler du circuit Python de Adafruit. Le circuit Python est une version adaptée du micro-Python que je vous ai présenté dans ma vidéo de découverte du Raspberry Pi Pico. Mais le circuit Python et le micro-Python sont quasiment identiques, que des différences mineures. Voyez le wiki de Adafruit pour plus de détails, et le lien est aussi dans la description en dessous. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Que mes premières expériences ont été agréables et concluantes. Si vous cherchez une petite plateforme de développement 32 bits dépouillée de connectiques sans fil, le Arduino XAO est un bon choix et à un prix franchement bien raisonnable. Alors voilà, j'ai fait le tour du sujet. J'aimerais en terminant exprimer des remerciements sincères à tous ceux et celles qui soutiennent la chaîne Électro-Bidouilleur. Ils sont des champions. Sinon, je vous dis merci et, comme toujours, à la prochaine.